toujours dans sa remarquable honnêteté et son attitude scientifique, Freud termine par un chapitre intitulé « Incertitude et critique ». Il ne se prend pas pour celui qui a trouvé le nec plus ultra du rêve et qui dit c'est comme ça et pas autrement. Il y a voilà, incertitude et critique. Et c'est intéressant de voir de quelles incertitudes et de quelles critiques il nous parle. Alors, il y a dans ces incertitudes le fait, dit-il, que on ne sait jamais si une image, un objet dans le rêve, doit être pris pour ce qu'il est, dans le rêve, manifeste, ou au sens symbolique, c'est-à-dire manifestation d'une pensée latente. Parce que, après tout, dans un rêve, il y a aussi des éléments qui ne sont pas forcément symboliques, dit-il. Ah, c'est une critique qu'on pourrait faire, en effet. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que notre interprétation du symbole est la bonne ? C'est à l'arbitraire du rêveur d'en décider, nous dit-il. C'est-à-dire qu'il est obligé, justement, du fait même de sa scientificité, de reconnaître que l'arbitraire, ce qu'il appelle l'arbitraire, qui pourrait, dans un discours scientifique, être un mot péjoratif, moi je l'entends comme un mot tout à fait positif, parce qu'il découvre, au fond, au bout de sa démarche scientifique, l'arbitraire du sujet, c'est-à-dire la singularité du sujet, ce qui est pas mal du tout. Mais il ne le dit pas exactement comme je le dis là. Pour lui, ça fait partie des incertitudes et critiques. Et puis, dit-il là-dessus, même si on a décidé qu'un symbole devait être interprété comme symbole, eh bien, il peut y avoir plusieurs interprétations. Et laquelle serait la bonne, dit-il ? Eh bien, il dit oui, mais voilà, du fait de la mise en relation avec la vie du rêveur, avec les associations du rêveur, eh bien ça permet d'éliminer toutes les mauvaises interprétations et d'arriver forcément à la bonne. Alors moi j'ajoute là, et ce que je dis souvent aux rêveurs qui sont sur mon divan, mais non, toutes les interprétations sont les bonnes. Parce que si on se met à faire des jugements, quelle va être la bonne, ou des censures, attention, il ne faut pas donner la mauvaise interprétation, on se place dans une attitude qui va empêcher les associations libres et la levée de la censure. Ça, Freud ne le dit pas, c'est moi qui le dis. C'est mon expérience avec le temps qui m'a amené à ça. Donc c'est dans l'attitude de l'analyste qui sans arrêt doit être hors la censure et qui doit être dans le rôle du type qui flingue la censure. C'est-à-dire qui juge qu'il peut y avoir censure, c'est-à-dire jugement, et qui flingue le jugement. C'est une des attitudes les plus difficiles au monde, les plus difficiles à trouver. Ça se fait avec l'expérience, surtout l'expérience de ses propres rêves. Freud finit par le reconnaître aussi, puisque dans une phrase à la suite de toutes ces incertitudes, il finit par dire « Ben oui, mais finalement, il faut admettre que c'est ça la caractéristique essentielle du rêve, c'est qu'il est plurivoque. Il peut avoir plusieurs sens. Il n'y en a pas qu'un forcément qui serait le bon. Il le reconnaît. » Il a une phrase pour ça, pour le reconnaître d'ailleurs, reconnaître qu'il est obligé de faire appel à l'arbitraire. Il dit « Le facteur personnel ne peut être éliminé. » Youpi. Voilà, c'est exactement le contraire de la médecine scientifique dans laquelle effectivement il faut évacuer le facteur personnel. C'est-à-dire que si on veut repérer une maladie, c'est la maladie qu'il faut repérer. Si on veut trouver le traitement, il faut que ce soit un traitement indépendant du sujet, donc que la maladie soit indépendante du sujet. Sinon, ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est ça la médecine scientifique. Ça a l'air de rien, mais c'est vachement important. Et je suis pour la médecine scientifique. Et c'est ce qui a permis, cette attitude-là, qui a permis des avancées formidables en médecine. Mais en étant médecin, en étant scientifique, Freud arrive au bout de cette logique et trouve le sujet, le facteur personnel qu'on ne peut pas éliminer.
parce que quand on cause du désir du sujet, on n'est plus dans le domaine de la médecine. Bon, là c'est moi qui le dis, encore une fois, Freud ne le dit pas comme ça. Mais c'est justement par ce facteur personnel qu'on sort de la médecine. Alors, pour approfondir cette question de l'indétermination des symboles, indétermination au sens objectif, qui fait appel à l'arbitraire subjectif du rêveur, parce qu'on sent que ça le travaille, quoi, qu'il aimerait bien arriver à quelque chose de non indéterminé, à un déterminisme qui serait de l'ordre de l'objectivité. Son scientisme est là, ils aimeraient bien trouver ça. Eh bien, il passe à l'examen des langues primitives, notamment l'ancien égyptien et le chinois d'aujourd'hui, qui n'a rien de primitif, mais qui a gardé les caractères de son origine, notamment le caractère chinois, qui ne représente pas des sons, ou parfois, mais rarement, mais dont l'origine est le plus souvent une image. Autrement dit, comme les hiéroglyphes, tout se passe dans ces écritures comme s'il s'agissait du rêve. Et dans ces écritures, nous dit-il, il y a justement pas mal d'indétermination. Par exemple, le même mot Kent, un égyptien, peut signifier fort ou faible. Mais dans l'écriture, on met devant le hiéroglyphe qui signifie Ken, soit un homme couché, et ça veut dire faible, soit un homme debout, et ça veut dire fort. Donc il y a une levée de l'indétermination. On a trouvé un signe objectif qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Ce n'est plus l'arbitraire du lecteur qui va changer. Bon, il fait appel aussi à l'écriture hébraïque qui n'écrit que les consonnes. Ah ben oui, les voyelles, elles sont laissées à l'arbitraire du lecteur. Mais dans la plupart des cas, alors là je ne connais pas l'hébreu, je ne peux pas en dire grand-chose, dans la plupart des cas, dit-il, eh bien le contexte fait qu'on sait placer les bonnes voyelles au bon endroit, sauf quelques exceptions par-ci, par-là. Et en chinois, alors là je m'y connais un peu mieux puisque j'ai étudié le chinois pendant très longtemps, l'indétermination se place au niveau autant de la langue sonore, beaucoup plus au niveau de la langue sonore, d'ailleurs la langue parlée, que la langue écrite. Dans la langue parlée, il n'y a que très peu de syllabes. Moi, je les avais jamais comptées, mais lui, dit-il, il a trouvé ça sans doute dans des ouvrages sur le chinois. Il dit qu'il y a 400 syllabes, mais les 400 syllabes doivent permettre de dire 4000 mots, 10 fois plus. Donc, si on fait le compte, sur chaque syllabe, il y a au moins 10 sens possibles. Laissé à l'arbitraire des sujets, les Chinois passeraient son temps à faire des malentendus. Ils n'arriveraient pas à se comprendre. Eh bien non, il y a l'histoire des tons, les 4 tons du chinois, qui viennent sélectionner parmi tous ces sens des sens possibles. Ensuite, il y a le contexte, qui fait que il est évident qu'à un moment, on parle de ceci et non pas de cela, même si c'est exactement le même mot avec le même ton. Ce qui nous arrive aussi en français, parce qu'il y a des homophonies en français, et on sait très bien que c'est le contexte qui nous permet de parler de ça. Tiens, justement, je viens de faire une hésitation sur le contexte. C'est peut-être bien que j'ai entendu inconsciemment le con qui représente le sexe féminin, et ça m'a fait trébucher dessus, mais mon contexte me permet de me rattraper, je parlais de texte, effectivement, et pas de sexualité, à cet endroit-là. Mais si je me mets à parler de sexualité, on va entendre ce con autrement. Mais ça signifie aussi idiot, imbécile, quand on se sert de ce mot comme injure. Et c'est effectivement le ton avec lequel c'est prononcé qui va lever l'indétermination. Nous avons donc dans la langue parlée, comme dans la langue écrite, chez les Égyptiens comme chez les Chinois, des petits signes discriminateurs qui permettent de lever l'indétermination. Ce qui fait qu'on arrive finalement à dire ce qu'on veut dire et que le lecteur ne peut pas interpréter autrement. Et dit-il, ah bah oui, c'est intéressant de repérer que le langage du rêve ressemble au langage de ces langues archaïques, mais c'est pas ça.
Parce que là, l'indétermination est beaucoup plus forte. Et pour cause, dans une langue, on a besoin de critères universels pour que tout le monde se comprenne, du moins à l'intérieur d'une certaine zone linguistique. Mais le rêve, lui, quand il dort, il est tout seul. Il n'a besoin que de son propre lexique, voire de sa propre grammaire. Et là, il y a certes comme on l'a vu, hein, on peut faire un dictionnaire de symboles, on peut établir plus ou moins une grammaire du rêve, n'empêche, c'est quand même le rêveur qui a son dernier mot. Mais dans son débat avec lui-même, il ramène pourtant cette idée que, avec l'expérience, l'analyste peut arriver à découvrir un déterminisme dans lequel cet arbitraire est levé. Et ça veut dire qu'il a quand même envie de déplacer l'importance qu'il avait mise sur le rêveur dans l'habileté, l'intelligence et la culture de l'analyste. Ça fait partie d'une dynamique, d'un débat. Hein. Et on voit bien dans ces différentes formulations qui se succèdent l'une après l'autre, l'une contradictoire avec l'autre, qu'il cherche. Et il essaie d'avancer en se servant de cette dynamique elle-même. Pour continuer dans le cadre des objections qu'on peut lui faire, Freud en vient à citer un jugement en exclusion de son ami le pasteur Pfister, avec lequel il avait entretenu une correspondance pendant très longtemps. Pfister était un pasteur, certes, mais très sympathisant de la psychanalyse et ami de Freud. Et pour cette amitié et cette sympathie pour la psychanalyse, le pasteur Pfister a été démis de ses fonctions à l'université où il travaillait. Dans le jugement, il est dit il est étonnant qu'un homme de la valeur du pasteur Pfister puisse être convaincu par les arguments si légers, si artificieux, si manquant d'impartialité qu'il donne dans ses écrits, les écrits qu'il consacre à la psychanalyse. Et Freud dit, mais c'est cette impartialité qu'on lui demande qui est peut-être artificieuse, justement. Pourquoi ? Allez, il ne n'explique pas bien, Freud, mais moi, ce que je comprends, je vais vous le dire, ce que je comprends, c'est qu'il s'agit justement d'un jugement. On juge le pasteur Pfister et on juge qu'il ne juge pas assez. On lui demande plus d'impartialité. On retrouve le non-arbitraire, le déterminisme, toutes les choses qui font la scientificité, même pour un pasteur. Hein ? Mais je ne sais pas s'il enseignait la théologie ou autre chose. Mais peu importe, ce qu'on lui reproche, c'est justement d'avoir une capacité de sujet, c'est-à-dire de ne pas être impartial, d'avoir les qualités d'un psychanalyste qui justement ne juge pas. C'est comme ça qu'on peut attraper les associations libres du rêveur, justement parce qu'on reste dans une situation non impartiale. Et ce que les critiques m'adressent encore aujourd'hui, et adressent d'une manière en général à la psychanalyse, c'est ça. Mais quelles sont vos preuves ? Comment pouvez-vous prouver que ce que vous dites, c'est la vérité ? Hein ? Nous vous demandons quelque chose de non arbitraire, d'impartial. Vos histoires de la sexualité et des enfants, on me l'a reproché assez personnellement, c'est artificieux. C'est vraiment tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi. Si vous arriviez à nous le prouver scientifiquement, encore on pourrait vous entendre, mais vous ne le faites pas. Mais non, on ne le fait pas parce que justement, ça serait rentrer dans le jugement. Et si on rentre dans le jugement, eh bien justement, on n'attaquerait pas cette liaison entre la sexualité et l'enfance, la sexualité et les rêves, d'une manière générale, et le complexe d'Oedipe qui est si difficile à admettre. Et là, Freud reconnaît que si dans certains cas de rêve, on se trouve confronté à des images qu'on a l'habitude de voir, et donc l'interprétation est facile, hein, ça appelle au fameux dictionnaire des symboles, même le dictionnaire personnel que je me suis fabriqué, mais parfois, il y a des images, des circonstances dans les rêves
qui n'évoque absolument rien, parce que c'est vraiment la singularité du sujet qui a fabriqué ces images et ces symboles. Donc il n'y a vraiment que lui, là, qui peut en dire quelque chose. Et à l'appui de cette question, Freud amène le rêve suivant d'une rêveuse. Dans le rêve, son père lui apparaît et dit « Il est 11h15, 11h30, midi moins le quart ». Et alors c'est elle-même, là, qui interprète en se rappelant que son père aimait bien voir les enfants exacts à l'heure du dîner, et qu'il y avait certainement un rapport entre ce souvenir de l'exactitude réclamée par le père et l'élément du rêve. Mais la rêveuse continue ses associations et se rappelle que la veille, dans une conversation, elle a entendu quelqu'un dire, une conversation justement à propos de la psychologie, que l'homme primitif survit en nous tous. L'homme primitif, c'est-à-dire der Urmensch en allemand. Et alors c'est là que Freud fait à nouveau un saut interprétatif. Il dit « Maintenant nous croyons la comprendre ». Ah tiens, ce n'est plus elle qui parle, ce n'est plus elle qui raconte ses associations, c'est Freud qui dit « Nous croyons la comprendre ». Il est prudent quand même, hein, mais c'est lui qui comprend. Et il dit que c'est là qu'il y a un jeu de mots entre Urmensch, l'homme de l'origine, et Urmensch, l'homme de l'heure. Parce que Ur, dans les deux cas, ne s'écrit pas pareil. Ur, c'est UR dans le cas de primitif, UHR dans le cas de l'heure. Et si c'est Urmensch avec un H, l'homme de l'heure, on peut le traduire, et bien voilà. C'est ce qui se passe dans son rêve. C'est l'homme qui fait l'heure, c'est comme une horloge. Hein. C'est la réalisation du désir de le voir encore vivant. Bon, ok, ça marche très bien dans les hypothèses de Freud sur les jeux de mots et l'hypothèse qu'il a développée dans son autre ouvrage sur le mot d'esprit et sur le fait que c'est la réalisation d'un désir. Mais on voit qu'encore une fois, il est passé de la confiance en la rêveuse à l'interprétation qu'il fait lui. Et là, il ne nous dit pas, effectivement, s'il dit cette interprétation à la rêveuse ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne sait pas non plus si vraiment l'interprétation est venue à la rêveuse ou si c'est lui. Si j'en crois sa façon d'écrire, il semble que ce soit lui. Alors ça, c'est pour mettre en lumière le caractère éminemment singulier de cette interprétation. Bien évidemment, là, il n'y a plus aucun dictionnaire de symboles qui tienne. C'est vraiment cette conjonction pour la rêveuse de deux phrases qu'elle a entendues la veille à propos de l'homme primitif qui vit toujours. Hein, et son désir à elle de voir son père vivre toujours. Alors moi, lorsque j'ai lu pour la première fois le jeu de mots entre Urmensch et Urmensch, j'ai rigolé. Mais Freud remarque que ça n'a pas fait rigoler la rêveuse. Le plaisir du jeu de mots, la réalisation d'un désir, réalisation du désir de se faire plaisir, curieusement, ça ne marche pas là. Parce que la rêveuse, au moment où elle fait le rêve, évidemment, elle n'a pas le sentiment qu'elle fait un jeu de mots. Hein. Elle élabore le jeu de mots en images. Bon, Lacan, vous le savez, a énormément accentué ce côté-là du rêve, des jeux de mots. Lui, il en faisait énormément. Moi aussi, d'ailleurs. Mais à force d'entendre les gens et d'entendre mes propres rêves, j'ai été amené à me méfier des jeux de mots trop faciles qui me viennent lorsque j'écoute quelqu'un. Lorsque je m'écoute moi, je me permets de relativiser, de me demander si c'est un jeu de mots pour le jeu de mots, justement pour le plaisir du jeu de mots, ou si c'est un jeu de mots qui a une signification me permettant de repérer quelques significations inconscientes venant de mes profondeurs. Au titre de troisième objection, parmi les critiques adressées à la conception psychanalytique de Freud,
Il y a certaines généralisations que Freud trouve abusives, moi aussi, qui seraient, selon certains auteurs, que le rêve n'est que la continuation des tâches programmées dans la journée, visant à une solution du problème le lendemain, visant à élaborer les problèmes en cours, etc. Ça, c'est un auteur qu'il appelle Meder, et qu'il a lu visiblement. Et puis de notre côté, il y aurait Zilberer qui lui énoncerait que tous les rêves ne seraient que l'expression des tendances psychiques supérieures. Je ne sais pas trop ce qu'il entend par là, ni quelle différence il y a avec la continuation de la résolution des problèmes. Et enfin, là je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Freud nous amène cette généralisation en disant « Après tout ce que vous avez entendu, vous trouverez tout à fait inconcevable l'affirmation d'après laquelle tous les rêves seraient bisexuels et devraient être interprétés dans le sens d'une rencontre entre les tendances qu'on peut appeler mâle et femelle. » Ça, c'est la proposition d'Adler, dont vous savez que Freud s'est séparé avec perte et fracas. Et, du coup, j'ai pas beaucoup étudié Adler, et puis d'ailleurs, je m'en fous, parce que moi j'ai étudié mes rêves, et je peux dire que oui, c'est la rencontre des tendances mâles et femelles comme on voudra, mais j'en ai parlé assez dans mes réinterprétations des rêves que Freud a cités. J'y entends régulièrement la castration, c'est-à-dire la présence simultanée du phallus et de l'absence du phallus, avec éventuellement une action violente qui les réunit. Ou pas. Mais il y a cette rencontre. Jamais phallus sans absence de phallus. Donc jamais de féminin sans masculin, jamais de masculin sans féminin. Donc ce qui me permettrait de dire, a posteriori, que Adler a raison contre Freud. Mais j'en ai rien à foutre d'opposer un maître à un autre maître, c'est pas le problème. Encore une fois, je vous dis que cela, je le tire de l'expérience de mes rêves et des rêves que j'ai entendus de la part de mes analysants. Mais effectivement, là, chez Freud, il n'y a rien avant là-dessus, rien après. C'est une phrase qu'il balaye d'un revers de main en disant « Il existe quelques rêves isolés de ce genre que vous pourriez apprendre plus tard qu'ils ont la même structure que certains symptômes hystériques. » Attention, c'est chez les malades, c'est chez les hystériques. Ça ne peut pas être généralisé. Adler fait une généralisation abusive. Non, là, franchement, Freud exagère. Et il le balaye d'une manière tellement rapide qui contraste singulièrement avec toute la finesse, l'attention qu'il apportait à toutes les contradictions qu'on aurait pu lui apporter. Cette contradiction-là, pouf, il la cite, une phrase, et on n'en parle plus. Pourtant, lui aussi, il parle de castration par ailleurs, et d'Oedipe, tout ce que je trouve effectivement dans les rêves. Moi, je me demande si c'est pas tout simplement le conflit personnel qu'il y a eu entre Adler et lui, qui fait que du coup, il peut plus entendre ce que l'autre y raconte, sans se rendre compte que finalement, il raconte la même chose. Bon, enfin, dernière objection, qui, dit-il, risque de compromettre la valeur objective des recherches sur le rêve. Et on en revient, on sent bien que depuis le début, c'est toute la tension qui maintient l'intérêt de Freud et l'intérêt du lecteur autour de ce texte. Cette tension, c'est entre objectivité et subjectivité. Là, il est en train d'examiner les critiques et les objections qu'on peut faire parce que ce ne serait pas objectif. Jugement. Si c'est pas objectif, c'est pas valable. Cette objection-là, c'est une à laquelle je suis très sensible parce que je l'ai souvent entendue, elle m'a été faite à moi-même plusieurs fois. Ça serait que les gens qui ont lu des textes de psychanalyse, qui ont entendu des conférenciers, peuvent se mettre à faire des rêves pour les mettre en accord avec les théories psychanalytiques auxquelles ils croient.
C'est vraiment un des reproches les plus fréquents, les plus massifs que l'on fait à la psychanalyse. Et j'ai entendu même des analysants dire ça, si se faisant le reproche à eux-mêmes de faire des rêves ou de risquer de faire des rêves pour les mettre en conformité à la théorie ou pour faire plaisir à leur analyste. C'est deux choses différentes, même si ça peut aller ensemble. Hein. Mais il faut les distinguer pour une analyse plus fine de la question. Faire des rêves pour les mettre en conformité avec la théorie, l'objection de Freud, c'est que les hommes rêvent depuis que le monde est monde et bien avant que la théorie psychanalytique existe. Et il donne des exemples de rêves racontés par des auteurs de l'Antiquité, dans lesquels il trouve la confirmation de ces théories. C'est des rêves qui étaient là avant ces théories. Oui, mais on pourrait lui objecter que c'est quand même lui qui réinterprète les interprétations antiques de ses rêves. Par exemple, il y a un rêve cité par Artémidore, un grand interprète des rêves de l'Antiquité, qui cite le rêve d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait assiégé la ville de Tyr et rêve qu'il voit un satyre dansant. Il demande l'interprétation à un magicien qui lui dit « mais tu n'as plus à hésiter, prends Tyr », car en grec « satyros », c'est le verbe « sa » et le substantif « turos », prend la ville de Tyr, ce qui donne encore un rêve à jeu de mots. Donc là, l'interprète ancien est en accord avec Freud. Et c'est largement avant les théories psychanalytiques. Bon, encore une fois, c'est un argument peut-être spécieux et qu'on peut continuer à discuter de nos jours. Pour ce qui est des rêves faits pour faire plaisir à l'analyste, alors ça c'est très bien, parce que c'est justement ce qui permet une production de rêve. Parce que même si c'est pour faire plaisir à l'analyste, même si c'est pour faire plaisir aux théories de l'analyste, ces théories vont être mises en scène d'une manière singulière. Et c'est cette singularité qu'on va aller chercher. Je ne vais pas aller y chercher mes théories, je vais interroger le sujet pour qu'il puisse exprimer sa singularité. Et comme je le dis souvent, je pose des questions, sachant que j'ai une réponse en tête, mais parfois on me répond la réponse que j'attends, mais parfois on me répond tout autre chose. Et dans ce cas-là, je dis bingo, ça me va très bien. Hein. Peu importe. Freud a cet autre argument, il en a parlé, je vous en ai parlé plus avant dans cette vidéo, des rêves expérimentaux qu'on provoque en mettant une goutte d'eau sur le front du rêveur, on lui fait respirer un parfum, on lui bouge un membre, des choses comme ça. Eh bien, là, il dit le fait que l'analyste puisse faire des suggestions à l'analysant, c'est pas autre chose que ce que faisait cet auteur avec ses rêves provoqués expérimentalement. Est-ce que c'est un argument qui tient ? Je suis pas sûr. Je préfère mon argument à moi, disant que justement je suis toujours en recherche de faire émerger le sujet et la singularité du sujet. C'est-à-dire justement ce qui va à l'encontre de l'objectivité. Ce qui fait que je ne peux pas prouver, je ne peux pas démontrer, je ne peux pas être objectif. Je vais chercher la singularité du sujet. La seule suggestion que je m'autorise, parce qu'il s'agit de suggestions là que l'analyste pourrait faire, la seule suggestion que je m'autorise, c'est justement faites des rêves. Ça, je l'assume. Ça ne présume en rien sur le contenu des rêves, mais c'est une voie, une porte que j'ouvre, sans insister, sans exiger. C'est juste, je dis, voilà, si vous cherchez à vous connaître vous-même, dans votre singularité, il y a une voie, c'est les rêves. Si vous les mettez en conformité à la théorie, ça sera de toute façon à votre manière. Et c'est ça qui sera intéressant. Parce qu'il n'y a pas un rêve pareil. Moi-même, je rêve de castration pratiquement toutes les nuits, d'Oedipe pratiquement toutes les nuits, et c'est chaque fois différent. Et ma singularité, elle est
dans cette compilation de différences, et pas dans la castration comme telle ou l'Oedipe comme tel, qui sont universels. Ça, je pense que c'est un argument qui est beaucoup plus fondamental que les arguments que donne Freud à cet endroit-là. L'autre argument que j'ai, c'est que j'ai été nourri pendant 30 ans à la théorie lacanienne, même si j'avais lu Freud, bien entendu, et même en allemand, mais j'étais beaucoup plus fasciné par Lacan à cause de sa poésie, son surréalisme, ses formules chocs. J'étais, comme tout le monde, comme tous les admirateurs de Lacan, sous hypnose. C'est-à-dire l'hypnose, c'est la suggestion. J'étais dans la suggestion de Lacan. Alors, c'est ce qui fait que je parlais énormément de Lacan dans mes écrits théoriques. Mais dans mes rêves, ça parlait plus de ça. Et à force d'analyser mes rêves, au lieu de me mettre en conformité avec la théorie de Lacan, petit à petit, s'est dessinée une singularité qui a fait que je me suis détaché de la théorie de Lacan. C'est-à-dire, il s'est passé le contraire que ce qu'on reproche à la possibilité d'une influence, d'une suggestion de la théorie sur la singularité. Moi, c'est ma singularité qui m'a amené à me détacher de la théorie de Lacan. Et c'est sur cette maxime que je ne tiens pas ni pour maxime ni pour dogme, puisque justement ma recherche m'a permis de faire péter un dogme, je ne tiens pas à la postuler comme nouveau dogme, au contraire, comme ouverture possible à tous les rêveurs et à toutes les analyses de rêves possibles. Alors, je vous ai dit que cette lecture de Freud avait été faite en groupe, donc aussi bien avec les autres participants du groupe, pendant plusieurs années. Et pendant toutes ces années, moi, ce qui m'importait, c'était d'apporter mes rêves à cette lecture de Freud. Parce que je trouve que c'est bien beau ce que dit un grand maître, c'est très bien, ça mérite d'être analysé, critiqué, mais surtout, ça mérite d'être mis en rapport avec une pratique. Et cette pratique, c'est l'analyse des rêves. Et donc, je mettais en pratique ce à quoi Freud aboutit dans toutes ses tentatives scientifiques de lever l'indétermination, mais se rendant compte que on ne peut pas la lever sauf à faire appel au rêveur, qui connaît son dictionnaire personnel des rêves, alors qu'on risque de plaquer un dictionnaire universel sur ce qu'il nous raconte. On fait appel, en faisant appel au rêve d'un sujet en particulier, on se dédouane de cette objection, de plaquage ou de conformité à la théorie. Donc j'ai essayé de mettre en tension le texte de Freud d'une part et mes rêves d'autre part. Et c'est extrêmement fructueux, comme je vous l'ai dit, ça m'a permis de relativiser, en particulier la théorie de Lacan, mais aussi relativiser, comme vous l'avez pu le suivre au travers de cette lecture de Freud, relativiser aussi certains dires de Freud. Il ne s'agit certainement pas donc d'aboutir à un nouveau dogme, mais comme j'ai moi aussi cette prétention scientifique que Freud avait, j'ai essayé de pallier cette question de la tension entre subjectivité et objectivité en ouvrant les portes de ma page Facebook et de toutes mes publications à la publication des rêves des autres, qui en donnent, eux, leur interprétation. Donc, ils lèvent l'indétermination, personne n'interprète à leur place, on n'essaie pas de se mettre en conformité avec quelque théorie que ce soit, mais il peut y avoir reconnaissance mutuelle entre les sujets qui ont raconté leurs rêves,
reconnaissance mutuelle qui amène à dire, bon, voilà, ce que je vois là dans les rêves de tous les autres, la structure, pas la singularité, eh bien, ça ressemble à la structure de mes propres rêves. Et donc, on reconnaît dans toutes les singularités mises bout à bout un début d'universalité. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai rencontré des tas de gens, y compris des analystes, qui me disaient « je n'ai jamais rêvé », ou dans mes rêves « je n'ai jamais trouvé ni Oedipe ni castration ». Bon, très bien, il ne s'agit pas de le remettre en question. Une singularité, c'est une singularité. Bon, n'empêche, c'est ce qui le plus souvent se met en scène dans les rêves des gens qui publient sur ma page. L'ont-ils fait pour se mettre en conformité avec ma théorie, celle de Freud? Ça doit être une question qu'on ne doit pas cesser de se poser, d'être attentif à cela, afin de ne pas justement proposer de nouveaux dogmes, une nouvelle fascination, une nouvelle hypnose, mais au contraire un développement de l'esprit critique.